Ouais, bon, d'accord, il y a encore du taf pour être crédible. Vous commencez à connaître mes habitudes, j'aime aller voir des films complètement à l'aveugle. Non, ça ne veut pas dire que je ferme les yeux pendant la séance. Ça veut dire que j'essaie de ne pas lire le pitch et je ne regarde surtout pas la bande-annonce. Et qu'est-ce que je savoure beaucoup mieux les films que je découvre de cette manière. Et c'est ce que j'ai fait avec Emilia Pérez. Je suis allé au ciné à plusieurs reprises, vous l'avez vu sur la chaîne, et je passais devant l'affiche. Je me suis dit qu'elle était très esthétique. Je n'avais même pas retenu le nom du film, je ne sais même pas si j'avais pris la peine de le lire. J'ai vu cette affiche, j'ai vu marquer le nom du réalisateur, donc Jacques Audiard, et j'ai vu au casting Zoé Saldana, vendu, et Selena Gomez. J'ai aussi eu le pitch sous les yeux, que je n'ai pas voulu lire, mais j'ai aperçu les mots avocate, cartel, donc je voyais un petit peu vers quel type d'atmosphère ça allait s'orienter, mais c'est tout. Et j'ai vraiment passé un très bon moment devant un très beau film. Un film extrêmement bien interprété et bien mis en scène, un film touchant qui m'a hypnotisé de bout en bout. Un film intense et surtout original qui explore la psychologie de ses personnages et leur quête d'eux-mêmes. Un drame psychologique tout de même teinté d'une certaine beauté, mais elle-même entachée par le passé, par nos erreurs, par nos doutes, par nos choix. Et donc ce film, je vais vous le conseiller. À partir d'ici, je vous parle du film comme si vous connaissiez le pitch et la bande-annonce. Bande-annonce que j'ai rattrapée à mon retour de séance et que j'ai bien fait de ne pas regarder une fois de plus. Non pas qu'elle gâche le film, mais parce que j'aurais directement su dans quelle direction partait le film, l'atmosphère, l'état d'esprit, et j'ai été content que ça me tombe dessus comme ça, que ça vienne me frapper les yeux, de me dire waouh, c'est ça que me propose le film en fait. Le pitch, c'est Rita, jouée par Zoé Saldana, qui est avocate et qui s'occupe d'affaires criminelles. Elle est très loin d'être épanouie dans son milieu, puisque c'est une femme, elle est noire, on la sous-emploie par rapport à son potentiel, par rapport à son intelligence et ses capacités. Et Rita va être kidnappée par le chef d'un grand cartel qui veut changer de sexe. Il fait appel à elle pour l'aider à disparaître, mais il ne change pas de sexe uniquement pour disparaître, mais bien parce que c'est ce qu'il ressent au plus profond de lui. Il se sent une femme. Et donc pour ça, il est prêt à abandonner sa femme et ses enfants et changer entièrement de vie et se faire passer pour mort. Oui, comme vous pouvez l'entendre sur cette vidéo, il pleut. J'ai été obligé de me décaler parce que l'orage a éclaté et il se met à pleuvoir. Heureusement, je suis à couvert, mais pas beaucoup. Donc on sent la pluie arriver, donc j'ai décalé l'appareil. Moi qui ne connaissais pas le pitch, je me suis dit mais c'est vachement original quoi. Je ne m'attendais pas du tout à voir ce chef de cartel, un peu un symbole de virilité et de machisme, vouloir devenir une femme. Et ça aurait très vite pu tourner au ridicule, mais ce n'est jamais le cas. Très vite, on comprend les convictions de ce personnage, et très vite on y croit. Autre énorme surprise que j'ai eue, c'est qu'en moins de 5 minutes, je me suis rendu compte que ce film était une comédie musicale. Alors on n'est pas sur une comédie musicale de type Grease ou La La Land, là on est sur un film musical dramatique. Si je devais citer un point de comparaison, j'aurais plus l'impression d'être dans Evita de Alan Parker. Peut-être aussi à cause de la langue hispanique que j'adore. Zoé Saldana est absolument parfaite. Pareil pour Carla Sofia Gascon, qui est donc née homme et devenue femme dans le civil, et qui dans ce film interprète d'abord un homme, un chef de cartel, donc viril, macho, sanguinaire, pour ensuite se transformer en femme. Une femme même rédemptrice, donc relativement douce. Zoé Saldana, quant à elle, joue une avocate un peu débordée, un petit peu disgracieuse, qui va enfin obtenir la vie qu'elle souhaite et devenir une belle femme élégante. Bien que même quand elle joue la nana un peu banale, Zoé Saldana reste quand même extrêmement jolie. Ce qui est amusant, c'est que par contre, dans une des chansons, ils lui font dire qu'elle a du gras au cul, et effectivement, du coup, à ce moment-là, elle montre un peu ses fesses, et il y a 2-3 plans sur ses fesses, et ils lui ont rembourré le cul pour nous faire croire qu'elle pouvait avoir un gros cul et se sentir mal dans sa peau. C'est assez amusant quand vous connaissez Zoé Saldana, et si, comme moi, vous avez souvent regardé les photos d'elle et de ses festivités. D'ailleurs, l'entièreté de son corps est très très fin. Zoé Saldana est très maigre, elle n'a pas beaucoup de seins, elle a les bras très fins, elle a les jambes très fines, et ils lui ont fait un gros cul. Mais ça passe très bien, hein. C'est juste que si on la connaît, il y a effectivement des femmes qui peuvent avoir ce style de gabarit. Et c'est quand même assez rare quand tu es aussi fine que ça d'avoir un aussi grand cul. C'était assez amusant. Vous ne connaissez pas cette actrice Carla Sofia Gascon. Moi j'ai pensé tout du long que c'était un acteur
qui jouait donc une femme qui se transformait. D'ailleurs, quand je vois le physique de cet acteur, je me dis, il va pas être crédible en femme. Alors après, il devient une femme. On voit tout à fait que c'est une femme masculine, on voit que c'est une personne en transition. C'est pas le genre de femme, en tout cas, pour laquelle moi je me retournerai dans la rue parce que justement trop masculine. Soit je penserais que c'est un homme en transition, soit je penserais que c'est une femme qui est déjà très masculine de base, ou éventuellement une femme qui a fait un peu de chirurgie esthétique, mais voilà, qui est quand même assez forte, assez costaude. Et bon, du coup, bon, moi ça ne me fait pas illusion, je ne pense pas que c'est une femme, et pourtant dans le film, on arrive à la voir comme elle voudrait qu'on la voie. On finit par s'habituer à la voir comme un personnage féminin, pas forcément comme une femme, mais un personnage féminin. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair. En rentrant chez moi, je me suis fait à bouffer déjà dans un premier temps, et pendant que je me faisais à manger, j'ai mis quelques vidéos concernant donc le film Emilia Pérez, pour voir un peu ce qui avait déjà été dit sur le film. Et c'est là que j'ai appris qu'à Cannes, 4 actrices ont eu le prix d'interprétation en même temps, les 4 actrices du film, donc Zoe Saldana, Carla Sofia Gascon, Adriana Paz et Selena Gomez. Alors je suis très content pour Selena et Adriana, qui sont très bien dans le film, j'ai absolument rien à leur reprocher niveau jeu, elles sont vraiment excellentes. Mais clairement Zoe Saldana et Carla Sofia sont au-dessus, déjà parce qu'elles sont prédominantes dans le film. Et je comprends pas forcément, même si je trouve ça assez cool, mais je comprends pas forcément pourquoi un prix à 4 comme ça. Même si voilà, je trouve l'initiative intéressante, mais je me dis que bien avant 2024, il y a eu des films où plusieurs actrices ou acteurs auraient mérité un prix global. Ça n'a pas été le cas jusqu'ici, ça l'est en 2024 pour ce film. Donc très content pour Selena et Adriana, je le répète, je les aime bien. Mais en tout cas, c'est surtout Zoé et Carla qui le méritent le plus. Et j'apprends aussi par la même occasion, évidemment, qu'il y a eu un scandale parce que le prix d'interprétation féminine est revenu à qui? À un homme transsexuel. Alors c'est bien tombé cette année puisque cette personne joue dans le film avec Zoe Saldana, qui est complètement légitime à le recevoir également. Donc je pense qu'ils ont voulu minimiser un peu les choses en faisant ce prix global pour pas dire voilà, elle a volé le prix à une vraie femme de naissance. Mais je tiens à préciser que Zoé est tout à fait légitime à le recevoir aussi. Après pour le débat, est-ce que Carla Sofia mérite un prix d'interprétation féminine? C'est laissé à votre libre appréciation. Moi personnellement, je suis en train de me faire tremper. Moi personnellement, je pense qu'il pleut beaucoup et j'espère que vous allez bien entendre le son. Moi je pense personnellement qu'il faudrait qu'il y ait un prix d'interprétation féminine, masculine et éventuellement un troisième. Et s'il n'y a pas assez de gens dans la troisième catégorie, eh bien tout simplement faire un prix d'interprétation féminine, masculine, et au cas où cette année-là, il y aurait une personne spéciale à récompenser, faire un prix d'interprétation tout court, sans qualificatif derrière, et voilà, débarquer sur scène et dire voilà, cette année nous avons un prix d'interprétation spéciale, et voilà, le décerner à la personne concernée. Moi voilà, c'est ce que je pense qui serait le mieux. Après je me dis que même si c'est pas ça qui se fait, je m'en tape parce que je ne suis pas concerné, parce que j'ai d'autres priorités dans la vie, et que même si j'ai cet avis-là, même si c'est pas ça qui se passe, je m'en fous. Je pense réellement que les vraies personnes qui doivent se prononcer là-dessus, ce sont simplement les femmes actrices, puisque c'est elles que ça concerne, tout comme les femmes dans le sport. Pareil, dans le sport, je pense qu'il devrait y avoir une catégorie masculine, féminine et une troisième catégorie. Et puis si ça leur va pas parce que le terme masculine et féminine, c'est un problème pour eux, on n'a qu'à faire une catégorie XX et XY, voilà, comme ça, là, ils pourront plus rien dire. Bah oui, ma grande, t'as des chromosomes XY, du coup tu concours dans les chromosomes XY. Je pense que ce serait plus simple. Mais comme je le dis, je pense que les seuls qui ont le droit de s'exprimer là-dessus, c'est les gens qui concourent dans ces catégories-là, donc les actrices femmes et les sportives femmes. Les chansons sont comme les personnages, elles sont poignantes, imparfaites, fragiles. Ça vient parfaitement ponctuer l'action. Il y a des chorégraphies qui sont extrêmement sympas. Il y a un beau travail de la part de Zoe Saldana et de tous les danseurs autour d'elle. Rita, Emilia et Jessica, donc Selena Gomez, sont 3 personnages qui sont en quête d'une forme de perfection, d'aboutissement, d'accomplissement, que ce soit professionnellement, personnellement, sentimentalement. Ce sont des trajectoires de personnages qui se rencontrent pour se séparer, pour se retrouver, pour se re-séparer. La comparaison pourrait vous paraître un peu étrange, mais ça m'a un peu fait penser à une sorte de gros épisode de Breaking Bad, un peu mélo,
Peut-être aussi à cause du décalage que provoquent les chansons, comme dans certains épisodes de Breaking Bad, le fait d'être dans le milieu du cartel, à cause aussi d'un beau travail de mise en scène, d'exploration psychologique des personnages. J'espère que mon trépied ne va pas servir de paratonnerre. Je me suis pris d'affection pour tous les personnages malgré leurs imperfections et je ne me suis pas ennuyé du tout de bout en bout sur un film de 2h10. J'ai également beaucoup aimé la fin, bien que c'est pas tout à fait la fin que j'espérais. Je ne savais pas où le film allait se diriger, donc j'ai pas pu m'empêcher de supputer, de me dire tiens il va peut-être se passer ça, ça et ça, d'espérer. Je me disais j'aimerais bien qu'il se passe ça ou ça. J'ai eu une autre fin, plutôt inattendue par rapport à ce que j'avais envie de voir. C'est pas une mauvaise fin du tout. C'est juste pas ce que j'avais envie de voir, mais c'est vraiment pas mal. Et c'est maintenant que je vais rentrer dans la partie spoiler. J'ai pu voir passer quelques visuels du film avec marqué en gros dessus « wokisme ». Je pense que ça se réfère surtout à l'histoire du Festival de Cannes, parce que moi quand je vois le film, je ne le trouve pas woke. Personnellement, le wokisme à outrance de ces derniers temps, j'en ai ras-le-bol. Les wokistes me font chier. Cependant, je n'ai pas envie de détester un sujet tel la transidentité, sous prétexte qu'il y a des gens concernés qui me cassent les couilles. Je pense que le sujet est très intéressant et je pense aussi qu'il faut faire ça habilement et pas nous matraquer comme pouvaient le faire vos professeurs, vos parents ou les médias en nous disant « vous devez accepter ça », sans nous laisser le choix de la réflexion et sans nous laisser l'opportunité de débattre. Ici, je trouve que le film n'est pas du tout un film woke qui te dit « accepter la transsexualité ». Je trouve que c'est un film qui vous montre simplement le parcours d'une personne transsexuelle. Je ne trouve pas que le film vous oblige à penser certaines choses, ne vous oblige pas à aller dans la même direction. Je trouve même qu'il y a des éléments qui vont dans les deux sens. Vous pouvez aussi bien penser que le personnage a eu raison de faire ça, parce que le personnage s'épanouit par rapport à ce qu'il a voulu, parce qu'on ressent que c'est ce dont il a besoin. On peut aussi penser qu'il fait une erreur parce que mine de rien, il abandonne femme et enfant. Il y a aussi des petites choses ici et là qui peuvent faire penser que le message n'est pas un message woke. À un moment, il y a un très joli moment avec une chanson où l'un des enfants d'Emilia, qui ne sait pas qu'Emilia est son père, puisque lui, il croit l'enfant que son père est mort, et donc il croit qu'Emilia est sa tante. Et il serre Emilia dans ses bras et lui dit qu'il aime son parfum, parce que son parfum lui rappelle celui de son père. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça dit aussi que t'as beau changer de sexe, de ce que tu veux, de mettre du parfum, etc., tu as toujours ton odeur qui t'est propre et donc il a toujours cette odeur qui est l'odeur de son papa. Donc on peut y voir, si on philosophie sur le sujet, une manière de dire tu peux changer ce que tu veux, tu seras toujours ce que tu es. Un peu comme les chromosomes, l'odeur ne change pas. Et à un moment, le personnage d'Emilia lui demande s'il n'aime pas son parfum et il lui dit qu'il aime son odeur naturelle mais qu'il n'aime pas le parfum qu'elle met au-dessus. Donc le gamin aime le parfum naturel de Emilia, le parfum de son papa, mais n'aime pas les parfums de femme qu'il met au-dessus. On pourrait y voir une métaphore d'un enfant qui n'accepterait pas la transformation de son père, qui a besoin de son père tel que lui l'a connu, et tel qu'il en a besoin et tel qu'il se représente l'image d'un père. Il y a également un moment où Emilia s'énerve contre le personnage de Selena Gomez, et à ce moment-là, la colère qui transparaît chez Emilia, une colère qu'on n'a jamais vue chez elle, qui jusqu'ici était apaisée depuis son changement de sexe. On ne voit plus Emilia, on revoit Manitas. Manitas, c'était son nom de chef de cartel. Là retransparaît la colère d'un homme macho, viril, jaloux, possessif, ce chef de cartel qu'on a connu au début du film. Si on analyse le final, dans les derniers mots du personnage d'Emilia, elle se revendique toujours Emilia, mais juste avant de se revendiquer Emilia, alors qu'elle est en piteux état, voire peut-être même agonisante. Ces derniers mots sont ceux de Manitas, qui parle de ses souvenirs avec sa femme, qui ainsi peut le reconnaître. On dit souvent que lorsqu'on est au seuil de la mort, transparaît nos véritables sentiments. Et bien là, il parle de ses souvenirs en tant qu'homme avec sa femme. Mais quand elle lui demande, elle suppute qu'il est peut-être Manitas, quand elle lui demande qui il est, elle répond « Je suis Emilia ». En vérité, Emilia semble être un personnage perdu. Elle n'est plus Manitas, mais elle ne sera jamais complètement Emilia.
parce que des gens se souviennent d'elle en tant que Manitas, en tant que père, et lui, elle, a conscience que dans le regard de sa femme et de ses enfants a existé Manitas. Et c'est là où c'est assez intéressant, je trouve. Pareil, si on philosophie, si on élucubre, si on suppute, est-ce qu'une personne qui change de sexe pourra un jour être réellement comblée et se sentir à 100% une nouvelle personne, sauf si peut-être elle fait entièrement table rase de son passé. Ici, c'est ce que Manitas n'arrive pas à faire, alors qu'il s'est séparé de sa femme et de ses enfants en se faisant passer pour mort. 4 ans plus tard, il veut à nouveau les avoir auprès de lui. Ce qui est très égoïste, puisque du coup ça crée pas mal de changements de vie pour la femme et les enfants qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Et quand Selena Gomez essaie de refaire sa vie, la jalousie reprend le dessus alors qu'elle est heureuse. Et c'est à cause de la jalousie et de la possessivité de Manitas que le personnage de Selena Gomez va elle-même faire des choix tragiques qui vont amener à une fin tragique où 3 personnes vont mourir. Je vous ai dit, je spoil, hein. Selena Gomez et son amant vont mourir et Emilia également. Mentionnez aussi qu'Emilia ne peut au final jamais exister en tant qu'Emilia dans les yeux de sa femme. Sa femme prend seulement conscience que c'est Manitas, et comment voulez-vous qu'elle accepte ça? Il n'y a même pas eu de période de transition pour elle, on ne lui a jamais expliqué, son mari ne lui a jamais dit à aucun moment qu'il pensait être enfermé dans le mauvais corps. Si j'ai une micro-déception sur le final, c'est juste parce que j'imaginais pendant tout le film qu'au moment où ils reviennent au Mexique, quelqu'un du passé de Manitas, un de ses anciens ennemis, allait peut-être le reconnaître. Et j'aurais trouvé ça extrêmement intéressant que les anciens ennemis, que les personnes violentes autour de lui, de son cartel, le reconnaissent, que la vérité éclate et voir comment ces gens allaient réagir. On peut imaginer que ces personnages machos et violents allaient peut-être avoir des propos justement très violents, ça aurait pu être très intéressant. Allaient essayer de l'humilier, avoir la réaction de sa femme, parce que là sa femme la prend sur la fin, mais elle est encore sous le choc et ils vont mourir avant qu'elle ait véritablement eu le temps d'interagir avec Manitas et comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Emilia est devenue une femme qui est rédemptrice, qui recherche des disparus, qui arrive à faire de belles choses, qui a créé une association. En gros, c'est la nouvelle mère Teresa. Elle est adulée par plein de gens, elle est diffusée dans les médias, c'est d'ailleurs ce qui m'a fait penser qu'à un moment quelqu'un allait la reconnaître. Et ça aurait été très intéressant de voir les réactions de ces gens qui retrouvent les cadavres de leurs disparus, apprendre que cette femme rédemptrice qui fait tout ça pour eux est en fait un chef de cartel qui fut lui-même responsable de la disparition de plein de gens. Ça aurait été très intéressant de voir ce trouble dans ces gens qui se seraient sentis encore plus floués, encore plus trahis, qui ont remercié cette femme qu'ils pensaient être comme un ange gardien pour eux et qui se révèle être en fait le démon qui a au final ôté la vie de leurs chers disparus. Alors pas à tous, hein, ils recherchent des disparus pour lesquels il n'a rien à voir, mais il fut un temps un homme qui a causé des morts et qui a également fait disparaître des cadavres. De nombreuses familles n'ont pas su ce qui était arrivé à leurs proches parce que le cartel les a fait disparaître. Malgré leur gentillesse, malgré le fait qu'on apprécie les personnages, aucun n'est vraiment parfait, surtout Emilia. Ce film, c'est un peu « la vie n'est pas belle ». Zoé Saldana, qui est un personnage adorable, répond aux exigences de ses patrons et accepte de mentir à des procès. Elle accepte d'être sous-employée, elle n'aime pas sa vie, elle n'est pas satisfaite et elle a un léger côté superficiel. Elle parle de ses fesses, elle veut faire de la chirurgie. Voilà, ce qui n'est pas quelque chose de mal, mais c'est assez amusant parce qu'au départ, on nous la montre comme un personnage qui ne prend pas forcément soin d'elle, qui est très bosseuse. Et ça vient en contradiction avec ce qu'on nous montre d'habitude. Dans les films, on nous montre soit quelqu'un qui ne fait que bosser, soit quelqu'un uniquement superficiel. Là, c'est quelqu'un de très crédible. C'est quelqu'un qui est capable de bosser, mais aussi de penser qu'elle veut un joli cul. Joli cul qu'elle va finir par avoir par la suite, parce qu'on va lui enlever son faux gras du cul. Également, elle accepte une grosse somme d'argent pour aider un chef de cartel, ce qu'elle sait ne pas être bien, mais en même temps, elle voit qu'il y a le mal partout autour d'elle, donc elle pense aussi à elle, ce qui est normal, on ne lui en veut pas. Pour Selena Gomez, on apprendra qu'elle a eu un amant pendant qu'elle était avec Manitas, sauf que quand on sait comment Manitas se comportait, on ne lui en veut pas non plus. Et surtout que même en nous apprenant qu'elle a un amant, d'habitude dans un film, qu'est-ce qu'on ferait quand on lui pose la question « Est-ce que tu as aimé ton mari ?» Elle serait un peu dédaigneuse, un peu... Non, elle dit qu'elle l'aimait plus que tout. Mais effectivement, à un moment, elle a eu un amant parce que juste elle était seule.
Son mari l'a abandonnée à cause de ses affaires, après la naissance des enfants, etc. C'est là où plein de personnages ont des contradictions par rapport à ce qu'on est habitué à voir au cinéma, et c'est en ça que ça m'a fait un peu penser à Breaking Bad, où on a des personnages avec des beaux moments et des moments avec des failles, et à chaque fois on les comprend parce que c'est extrêmement bien écrit, ils sont très humains, ils sont extrêmement réalistes. Et donc Manitas était une ordure finie, et il continue malgré tout de faire preuve d'un certain égoïsme, puisqu'il veut récupérer sa femme au détriment du bonheur de ses enfants, qui au final apparemment se plaisaient bien en Suisse. Pour Selena Gomez, quand elle arrive en Suisse, elle ne voulait pas, donc déjà là, Manitas la force à aller dans un pays où elle ne veut pas aller. Après, on ne sait pas trop si elle s'est habituée ou pas. Bon, elle a l'air plutôt contente de revenir au pays, sauf qu'elle n'a pas envie d'habiter forcément avec Emilia, avec cette femme qu'elle ne connaît pas. Elle a envie aussi de sa liberté, et donc comme elle le dit dans une chanson, elle se sent emprisonnée dans une sorte de cage dorée. Et donc la jalousie, la possessivité de Manitas va se retourner contre lui. Chaque acte a des conséquences. C'est un film qui me donne l'impression qu'il n'est pas possible d'échapper à un destin tragique, ce qui est un peu le sort de tout le monde. Au final, on est tous destinés à la mort, et aussi avant ça à croiser de lourdes épreuves, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Ces personnages se sont mis dans diverses galères, que ce soit par rapport au crime organisé ou par rapport au choix personnel qu'a fait Manitas. Il ne peut que souffrir, il ne peut que être perdu, et il ne peut que faire souffrir les autres et faire en sorte qu'eux aussi soient perdus face à toutes les nouvelles situations qui leur tombent dessus. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune échappatoire, quelqu'un va être malheureux. Soit Manitas se sacrifiait toute sa vie et n'était jamais entièrement heureux, soit il faisait ce qui était bon pour lui, sans être sûr qu'il allait être 100% heureux, bien que là, il s'épanouit quand même beaucoup, mais en faisant du mal aux autres. C'est un personnage égoïste parce que lorsqu'il fait ce choix qui lui est très personnel, il aurait dû laisser sa femme et ses enfants tranquilles. Là, il joue avec eux et il fait son petit caprice. Il a fait son caprice de changer de sexe. Maintenant, il n'assume pas les conséquences et il fait un caprice de récupérer sa femme et ses enfants. Il veut absolument tout, alors que ce n'était pas possible, et le film va le prouver. Et ironiquement, à la fin, on laisse Zoé Saldana avec les enfants, elle qui se plaignait de ne pas avoir de famille, de ne pas avoir d'hommes et d'enfants. Elle se retrouve avec les enfants d'un autre et sans mari. Une fatalité bien sournoise, comme si la quête de bonheur absolu était une impossibilité qu'il faut accepter. Une œuvre aussi belle que tragique que je vous conseille de découvrir. Et surtout, peu importe ce que vous pensez des gens en transition, laissez ça de côté, juste le temps du visionnage de cette œuvre. Laissez-vous porter parce qu'il y a un magnifique travail de la part du réalisateur et des interprètes, et ça mérite de laisser vos convictions de côté juste le temps d'une œuvre. Vous aurez tout le reste de votre vie pour commenter négativement sur les réseaux sociaux vos convictions ou autour d'un verre au PMU. On sent que les artistes du film se sont donné corps et âme, et ce film mérite d'être vraiment découvert. Ce n'est pas du wokisme de merde, c'est juste l'histoire de personnages incomplets qui essaient d'évoluer, et le film ne prend jamais la peine de dire s'ils ont tort ou raison. Il s'agit juste d'assister à la fatalité de ce que nous sommes, de nos choix passés et présents et de leurs répercussions. À mon sens, ce film n'est pas du tout manichéen. Il saura vous faire ressentir l'espoir et la beauté, mais aussi le désastre et la tragédie. La vie, en fait. Ah non, mais après une conclusion comme ça, moi j'ai même plus envie de faire des blagues douteuses, quoi. Putain, qu'est-ce que ça plombe quand je suis sérieux. Bon allez, à la 1, à la 2, à la 3. Voilà. Bon, 5 cm en moins. En reste plus que 25.